Bonjour Yann Brossat. Bonjour Alix Bouillaguet. Le budget poursuit à son rythme son chemin parlementaire. Les groupes du socle commun ne voteront pas le volet recettes du projet de loi de finances, vote qui doit avoir lieu normalement, en tout cas avant dimanche. Ils avancent l'insincérité de certaines mesures adoptées. Que vont faire les députés communistes ? Je ne pense pas que nous le voterons non plus. La réalité, c'est qu'il s'agit malgré tout, malgré un certain nombre d'avancées obtenues par la gauche, d'un budget marqué par l'austérité, d'un budget qui, de fait, demande des sacrifices. Un budget d'austérité. Oui, c'est un budget qui, de fait, demande des sacrifices supplémentaires aux plus modestes et surtout ne permet pas, par exemple, de remettre en cause les 211 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises sans contrepartie versée chaque année. Typiquement, si on avait envie de remettre de la justice dans ce pays, il faudrait remettre en cause ces aides publiques sans contrepartie. Il n'est pas admissible qu'on continue à verser des milliards d'euros d'aide publique à des entreprises qui parfois licencient, font de l'optimisation fiscale, délocalisent. Voilà une injustice à laquelle il faudrait s'attaquer. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que ce budget s'y attaque. Certaines taxes votées par les députés n'auront même jamais d'application. C'est ce que dit Sébastien Lecornu. Il pense notamment à la taxe sur les multinationales qui doit rapporter peut-être éventuellement 26 milliards. Il a d'ailleurs saisi le Conseil d'État. C'est une manière d'éclaircir les choses ou c'est un mépris parlementaire? C'est ce que disent certains de ses opposants. C'est un déni de démocratie absolu et une forme de cynisme érigé en méthode. Voilà un Premier ministre qui dit on va laisser passer cette taxe et puis ensuite, de toute façon, on en appellera au Conseil d'État et on s'en débarrassera. Enfin, tout ça ressemble quand même... Le Conseil d'État, il n'est pas politique. Oui, certes. C'est une cour qui est censée effectivement faire la lumière sur ce qui est constitutionnel. Bien sûr. Et moi, je ne contesterai pas le rôle du Conseil d'État. Simplement, le Premier ministre a laissé passer tout ça. Et il arrive après en disant, de toute façon, ne vous inquiétez pas, tout ça finira par disparaître de la copie finale. Et donc oui, tout ça, c'est du cynisme, ça n'est pas sérieux. Vous savez, la seule chose qui compte pour nous, les parlementaires communistes, députés comme sénateurs, c'est qu'on remette de la justice dans ce pays. Il y a trop d'injustice dans notre pays. On a atteint un niveau d'inégalité sociale qu'on n'avait pas atteint en France depuis 30 ans. Et tout ça est le fruit des politiques d'Emmanuel Macron. C'est ça qu'il faut remettre en cause. Mais Bercy rappelle quand même que l'objectif, c'est le maintien du déficit à 4,7% du PIB en 2026. Là, on est plutôt à 5%. Et sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, ce déficit devait être limité à 15 milliards. Les députés l'ont poussé à 26 milliards. Donc vous voyez que ce n'est pas un budget d'austérité, ça. Ils sont magiques. Voilà des gens qui ont augmenté la dette du pays de 1000 milliards d'euros depuis 8 ans et qui ensuite expliquent qu'ils vont rétablir les comptes publics. Si on veut rétablir les comptes publics, il faut regarder, je le redis, du côté d'un certain nombre de dépenses. Il faut arrêter de verser à jet continu des aides publiques aux entreprises qui, de fait, ne conduisent pas à de la création d'emplois. Il faut remettre de l'ordre, remettre de la justice. C'est précisément ce que nous voulons. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. On a un budget qui ne remet pas cette justice que nous appelons de nos voeux. Il y a quand même certains sénateurs, beaucoup d'ailleurs, qui dénoncent une inventivité fiscale. On a quand même le sentiment que chacun parle un petit peu à ses électeurs. On se demande si les Français y comprennent quelque chose. Est-ce que les députés ne sont pas tout simplement, pour certains, en train de voter absolument n'importe quoi ? Non, mais vous savez, j'ai entendu un certain nombre de députés de droite dire que notre pays était atteint de folie fiscale. Les mêmes qui parlent de folie fiscale lorsqu'on envisage de taxer les multimillionnaires ou les milliardaires ne parlent pas de folie fiscale quand on assomme de taxes les classes populaires et les classes moyennes. Les mêmes votent en cadence le doublement des franchises médicales, ça ne leur pose aucun problème. Les mêmes votent l'augmentation des taxes sur l'abonnement de l'électricité et du gaz, ça ne pose aucun problème. Autrement dit, on ne parle de folie fiscale que quand on touche aux taxes qui concernent les plus riches. On ne parle jamais de folie fiscale quand il s'agit des classes populaires et des classes moyennes qui, elles, sont assommées de taxes et d'impôts. Et donc, une fois de plus, la question, c'est la justice. La question, c'est pas le niveau global de l'impôt. La question, c'est qui assume l'effort fiscal? Eh bien, nous disons que l'effort fiscal, il doit d'abord être assumé par ceux qui ont beaucoup. Le Sénat, avec une majorité de droite, devrait détricoter méticuleusement le texte de l'Assemblée nationale en effaçant notamment les concessions faites aux socialistes, à commencer par la suspension de la réforme des retraites. C'est retour à la case départ. Ce qui se dessine au Sénat, c'est massacre à la tronçonneuse. D'ailleurs, Gérard Larcher ne s'en est pas caché. Il souhaite remettre en cause toutes les avancées qui ont été obtenues par la gauche à l'Assemblée nationale. Et le risque, c'est qu'au sortir du débat sénatorial, la copie soit pire que la copie initiale de Sébastien Lecornu. Si c'est ça, de mon point de vue,
le Sénat se discréditera totalement parce qu'il se mettra en travers de la volonté populaire, parce qu'il se mettra en travers de ce qui s'est exprimé au moment des dernières élections législatives, c'est-à-dire une envie de changement. Eh bien, il ferait bien d'y penser à 2 fois avant de s'engager dans ce bras de fer-là, parce qu'à mon avis, le Sénat en sortirait très abîmé dans l'opinion publique. Tout semble quand même indiquer qu'aucun des 2 textes, projet de loi de finances et projet de loi de finances de la sécurité sociale, sera bouclé dans les délais. Vous croyez, Sébastien Lecornu, lorsqu'il jure qu'il n'utilisera pas les ordonnances? Je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique. Ce qui est sûr, c'est que le sujet n'est pas de savoir s'il y aura ou pas un budget pour la France. Il y aura un budget et le gouvernement a évidemment, par des moyens institutionnels, le moyen d'imposer un budget. La question est de savoir si on aura un bon ou un mauvais budget. Nous, notre rôle comme parlementaires communistes, c'est de faire en sorte que ce soit un budget qui épargne les classes populaires et les classes moyennes. Nous sommes à 4 mois des municipales. À Paris, Rachida Dati domine le scrutin à ce stade. Pour l'instant, la gauche part divisée. Est-ce qu'elle va réussir à s'unir avant le premier tour et derrière qui? D'abord, je vous le dis, Alex Bouillaguet, je suis convaincu que la gauche, les socialistes, les écologistes, les communistes qui dirigent Paris depuis maintenant une vingtaine d'années seront unis au premier tour des élections municipales. J'en suis convaincu, j'y travaille jour après jour et je souhaite que cette union puisse se conclure d'ici la fin de l'année 2025. Derrière qui? Est-ce que ce sera derrière Emmanuel Grégoire, qui est le candidat socialiste? Nous verrons bien. En tout cas, nous serons unis. Et l'avantage du scrutin municipal, c'est que c'est un scrutin de liste et ça permet à chacun de s'y retrouver. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que cette ville soit dirigée par Madame Dati, qui est mise en examen pour corruption et trafic d'influence, qui a tout à fait la possibilité d'être condamnée l'année prochaine, avec un risque, c'est qu'elle soit élue maire au mois de mars et qu'ensuite elle soit démise de ses fonctions parce qu'elle aura été condamnée. Je ne veux pas de ça pour ma ville. Je ne veux pas de ça parce que je tiens à l'honneur de Paris et que ce serait un déshonneur absolu que d'avoir une maire qui finit par être condamnée et démise de ses fonctions. Et les Parisiens doivent le savoir avant de voter. Vous dites gauche unie, mais est-ce que ça veut dire que ça va jusqu'aux Insoumis? Est-ce que les Insoumis seront aussi à vos côtés? De fait, les Insoumis ont décidé de présenter leur liste. Moi, je respecte leur choix et je ne ferai d'injures sur personne. Donc, nous devons, la majorité municipale, socialiste, communiste, écologiste, nous présenter unis au premier tour et puis on verra bien pour ce qui concerne le second. Moi, surtout, j'ai hâte qu'on parle du programme, des projets. J'ai par exemple envie qu'on remette les enjeux du logement, qui sont fondamentaux pour les Parisiens, au cœur de la campagne. Faire en sorte qu'on ait du logement plus abordable, qu'on lutte contre les abus. Je fais d'ailleurs une proposition ici, je propose à Paris une police du logement qui permette de lutter contre les abus dont sont victimes trop de locataires, les loyers abusifs, les logements indignes. Une police du logement pour remettre de l'ordre dans tout ça et remettre un peu de justice pour les locataires. Un tout dernier mot, les communistes pourraient faire les frais de la montée en puissance des Insoumis, notamment en Seine-Saint-Denis, Montreuil, Bobigny, La Courneuve. Il y a aussi en Val-de-Marne, à Villeneuve-Saint-Georges ou encore à Vénissieux dans le Rhône. Comment vous expliquez cette montée en puissance des Insoumis? Moi, je n'explique rien. Je dis simplement aux électrices et aux électeurs, là où vous avez de bonnes équipes qui travaillent bien, qui mènent de belles politiques municipales, vous avez intérêt à continuer avec elles.